Bonjour mes amis. Si nous voulons avoir une image précise de ce qui se passe en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans toutes les villes, à Voronège, là où l'usine a explosé, ne vous fiez pas à ma parole. Ne vous fiez à la parole de personne. Écoutons. Écoutons les Russes qui vivent dans ces villes. Les Russes de ordinaire, les blogueurs militaires russes, les blogueurs, les propagandistes russes. Écoutons ce qu'ils nous disent, car ils racontent toute l'histoire. Tout ce que nous avons à faire, c'est écouter. Et nous commençons en écoutant Yevgeny Goldman, l'un des blogueurs en Russie qui ne vivra pas très longtemps. Il me rappelle Prigojine parce qu'il a le même humour grinçant pour rabaisser le Kremlin et les autorités. Je sais donc qu'il ne vivra pas longtemps. Profitons de sa présence parmi nous. Bien qu'il déteste l'Ukraine, il n'aime pas non plus le gouvernement russe à cause des échecs qu'ils subissent en Ukraine. Donc je suppose qu'il y a quelques similitudes ici. On peut donc apprécier sa façon de critiquer son propre pays. Quoi de neuf, les faibles, F ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Voronège est touché, l'usine dont j'ai parlé. Les microélectroniques sont détruites. Il n'y a plus rien du tout dans les stations-service. Et nos dirigeants continuent d'organiser des foutues fêtes et des danses. À Izil-Izilkoul, dans la région d'Omsk, il n'y a plus d'eau depuis le 2 juin. Les foutus camions-citernes livrent déjà l'eau. Quelle honte! C'est le chaos total avec l'eau dans les districts voisins aussi. La situation de l'essence dans le pays est un vrai désordre. Mais le gouvernement et ceux de la Douma d'État, ces foutus crétins, je pense que c'est la pire bande d'abrutis jamais réunis. Vous voyez, je pourrais dire ces mots, mais je ne veux pas parce qu'il y en a tellement, et je sais que certains de mes spectateurs apprécient vraiment que je ne jure pas dans ces vidéos. J'aime jurer dans ma vie, mais je vous respecte assez pour ne pas le faire ici. Donc je vais juste dire F et c'est tout. Vous comprenez de quoi il s'agit. Mais la façon dont il parle est la plus vulgaire qui soit. Il débite toutes sortes de conneries. Voilà la situation, les gars. On se fait avoir et on encaisse sans rien dire. Représailles, quelle représailles? Qui va riposter? Qui va appuyer sur le bouton? Franchement, quelle honte! Les gars, maires, lieutenants, colonels, généraux de division. Je m'adresse à vous. Vous voyez la situation. Vous êtes en première ligne. Les gars, il est temps de dire à ce général assis à la table. Il parle de Poutine. Ce type s'en prend directement aux dirigeants, aux autorités, aux généraux et à Poutine. C'est justement ce qu'on ne fait pas en Russie. Si tu le fais, tu ferais mieux de te faire pousser des ailes, les gars. Tu vas passer par la fenêtre. Et si tu n'as pas d'ailes, tu es fichu. Alors bois beaucoup de Red Bull avant de t'opposer à Poutine. Ce type s'oppose à Poutine comme Prigojine l'a fait. C'est pour ça que j'aime le regarder. J'adore quand les Russes sont en colère contre leur propre gouvernement. C'est le summum du divertissement. Qui mâche du chewing-gum et s'endort debout. Voilà, c'est vraiment tordu. Les Ukrainiens sont proches. Nous avons fait sauter le pont à Vassilivka, donc les Oholst, les Ukrainiens, c'est un très mauvais mot pour les Ukrainiens, ne passeraient pas. Le matériel s'est accumulé là-bas. Leur plan, c'est la défense de la Crimée, et ils frappent de façon systématique. Djoumen est frappé, et il ne reste plus qu'à frapper Omsk. J'espère qu'elle les est protégée. Omsk, c'est si loin que si les Ukrainiens frappent Omsk, la Russie était finie, car Omsk est à des milliers de kilomètres de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens ne peuvent pas frapper là-bas, même s'ils le veulent. Ils ont montré que leurs frappes atteignent près de 2000 kilomètres. Donc, s'il y a une cible qu'ils jugent nécessaire de détruire, ils le peuvent. Nous avons été les premiers putains partout, dans l'espace, à la télévision, sur Internet. Mais tout nous a été volé par des rats bureaucratiques. Vous voyez, ici on peut voir la psyché russe. La psyché russe est toujours victime, toujours victimisée. Quelles que soient dans les conséquences ou les situations, la réalité, le contexte, le russe est toujours victime de quelque chose. Les boyards, le tsar. L'Occident, les Ukrainiens, le gouvernement fasciste en Ukraine, peu importe comment ils l'appellent, ils sont une victime à qui tout a été volé. C'est ça, être russe. Donc, si vous voulez comprendre la psyché mystique russe et l'âme, il faut d'abord comprendre comment devenir une victime partout, n'importe où, et comment utiliser cela à votre avantage. C'est ce que font les Russes dans l'ensemble, vous savez, la population. C'est très intéressant à observer. J'en ai tellement marre de vous. Puissiez-vous recevoir de la cocaïne mélangée à ce putain de ciment. Je n'ai jamais entendu une insulte pareille auparavant.
puissiez-vous recevoir de la cocaïne mélangée à ce putain de ciment. Ouf! Puissiez-vous tous suffoquer et mourir dans la merde et vous noyer dans la merde. Donc d'abord, il faut mourir dans la merde et ensuite tu vas te noyer dans la merde. C'est ce que veut Yevgeny Coleman, putain. Je m'adresse à tous les citoyens décents de Russie. La guerre. Tous ceux qui portent des galons pour une raison. Tous ceux qui ont de l'honneur et de la dignité. Le pays est un putain de désastre. Faites passer le message au président. Faites-le passer au ministre de la Défense. Les gars, c'est la merde. Vous voyez et savez tout. On est en train de nous détruire. Bientôt tout sera complètement coupé et on va juste avaler cette merde. Pourquoi vous, les propagandistes, vous êtes-vous tus? Pourquoi vous vous taisez, bordel? C'est vrai parce que Solovyov n'a vraiment pas beaucoup réagi à l'attaque de Moscou. Il a juste dit que les Russes doivent être forts comme nos grands-pères. C'est un coup énorme pour la Russie, pour les propagandistes, et Poutine n'en a vraiment pas parlé. L'attaque de Moscou, tu sais de quoi je parle. Une attaque aussi importante devrait être abordée par les autorités, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ce silence? Et ne dites pas que tout va super bien ici. Sales enfoirés. Je vous déteste. C'est un gamin qui fait une crise, d'accord? D'accord? Être russe, c'est être à la fois une victime et un gamin qui fait une crise. Mais vous savez, pendant des années, j'ai expliqué la Russie aux Occidentaux. Je n'ai plus besoin de le faire parce que maintenant, les Russes le font eux-mêmes. Ils montrent qui ils sont dans ces vidéos. Ils montrent leur état d'esprit, leur psyché, leur mode de vie, leur façon de penser. Nous sommes donc ici en tant qu'étudiants de la nature russe. Éduquons-nous. Nous continuons avec les femmes russes. C'est un tout nouveau terrain de jeu. Les hommes occidentaux aiment les femmes russes, c'est la vérité. Les femmes russes, cependant, sont comme... Comment dit-on en anglais? Quel est le proverbe? C'est joli à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Je ne sais pas comment donner cette expression. De nombreuses langues ont des expressions à ce sujet, mais c'est un beau piège où tu vas tomber. Comme un bourdon qui entre dans la plante, qui a cette belle image de, tu sais, de sirop, il entre et la plante le mange. C'est une plante carnivore. Une femme russe est une plante carnivore avec ce sirop de miel à l'intérieur. Tu y vas, boum, tu es fichu. Ta carte de crédit, tout, ils te tiennent par les... Tu sais quoi. D'ailleurs, je n'ai pas d'expérience là-dedans. Tu pourrais croire que j'en ai vu la façon dont je parle. Mais il y a beaucoup de femmes russes en Estonie, donc je les connais. Et nous commençons à être liés à la pénurie de gaz et à la situation en Russie. Nous commençons avec cette charmante dame juste ici. Je vais la laisser parler. Tu veux remplir mon réservoir? En Russie, aujourd'hui, tu es un homme, tu vas à un rendez-vous, peu importe l'application, et tu n'apportes plus de fleurs. C'est culturel. Tu apportes un énorme bouquet de fleurs aux femmes. Tu apportes un bidon d'essence puisqu'elles en manquent toutes. C'est une nouvelle méthode de flirt. C'est un nouveau truc, regarde cette fille. Elle veut ton essence. Qu'est-ce que tu dis? Elle veut ton essence. Elle ne veut pas de tes fleurs. Elle ne veut pas de ton argent. Rien. Elle veut de l'essence. C'est ça qu'elle comprend. Cette prochaine vidéo est une compilation de 3 filles russes différentes qui nous donnent une idée de la gravité de la pénurie d'essence. À Moscou, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence à Moscou. Merci de l'avoir reformulé, madame. Écoute, ça ressemble vraiment à une sorte de surréalisme. Je viens de faire le tour de quelques stations-service et elles sont vraiment fermées. On ne peut pas accéder aux pompes à essence parce qu'il n'y a pas d'essence. Merci de l'avoir dit pour la 3e fois. Comment est-ce possible? Tu vois, je suis ici pour en apprendre plus sur la culture et la mentalité russe. Donc, nous ne sommes pas là pour éduquer les Russes en ce moment. Elle a posé des questions importantes. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Je pense que vous connaissez les réponses. Si votre pays attaque violemment un autre pays et commet un génocide contre son peuple, alors ces personnes sont obligées de se défendre par tous les moyens nécessaires. Cela inclut aussi les drones attaquant les raffineries de pétrole de votre pays qui fournissent l'essence à vos stations-service. Cette dame ne peut plus faire le plein car son pays a déclenché cette guerre. Pourtant, il n'y a aucune déconnexion dans ce que j'ai expliqué. Cette carte mentale linéaire montre des conséquences successives. Dans l'esprit russe, il n'y a pas de telle connexion. C'est toujours le sentiment d'être victime. Quelqu'un me fait ça et je n'ai rien fait pour provoquer cela. Vous voyez, c'est ce qu'il faut briser pour briser l'Empire russe. Alors, que dois-je faire? Il ne me reste juste assez d'argent pour aller au premier endroit et c'est tout. Je vais rester ici, avec plaisir. Allez, c'est vraiment trop, honnêtement. Les fraises sont à 1000 roubles le kilo.
Maintenant, elle parle des fraises et nous aimons tous les fraises, et vous savez que quand la saison arrive, elles coûtent une fortune. C'est pareil en Estonie, je comprends donc très bien. Voyez, le prix des fraises, j'aimerais dire qu'il n'est pas causé par les frappes ukrainiennes, mais en réalité si, parce que les fraises nécessitent certains équipements pour être cultivées, et ces équipements consomment forcément du diesel, comme la plupart des machines agricoles. Et les Ukrainiens frappent les raffineries de pétrole qui produisent donc du diesel. Donc le prix des fraises augmente aussi parce qu'il n'y a plus de diesel. Donc c'est lié. Tout est lié à cette guerre en Ukraine, il n'y a plus d'essence. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je ne sais pas. Nous avons une autre femme. Je suis un peu dépassé en ce moment. J'ai vu les infos, mais je ne pensais pas que c'était si grave. À la station-service, il n'y avait pas d'essence 92 ou 95 octanes. Je suis ensuite allé à la deuxième de l'autre côté de la rue, puis à la troisième. Finalement, j'ai garé la voiture chez moi et il faudra que je marche. J'ai une autre question. Bon, d'accord, je suppose que je peux me débrouiller ici sans voiture et beaucoup d'autres aussi. Mais qu'en est-il de ceux qui travaillent tout le temps dans leur voiture? Par exemple, les chauffeurs de taxi et les coursiers. Que devraient-ils faire? C'est une très bonne question, Madame Rouskaya. Prenons Kherson, ville ukrainienne occupée par la Russie, puis libérée par l'Ukraine. Et les Russes, par dépit et incapacité de faire autre chose, ont commencé à bombarder les civils. Je le dis au sens littéral. Ils envoient des drones FPV à Kherson pour traquer les chauffeurs de taxi, les bus scolaires pour enfants, les jardins d'enfants. Ils font ça depuis des années maintenant. Et les pertes civiles sont... J'ai vu toutes ces photos, malheureusement elles sont dans mon esprit et dans ma tête. Et en tant que parent, voir ces enfants allongés là, touchés par un drone FPV. C'est la question que cette dame pose ici, en Russie, quand ils subissent quelques frappes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas d'essence. Des enfants ukrainiens meurent à Kherson à cause des drones russes depuis des années. Donc c'est une très bonne question. Cette dame la pose. Je ne souhaite à personne la mort d'un enfant. Je ne le souhaite à personne, ni ennemi, ni ami, à personne. Je souhaite juste que cette dame comprenne les conséquences que son pays a causées. Peut-être que la douleur qu'elle ressent en ce moment n'est qu'une toute petite partie de la douleur. C'est une petite source de lumière. Eh bien, c'est comme ça, bien sûr. Dis-moi où tu prends ton essence. Je n'ai plus d'essence. S'il te plaît, aide-moi. Et c'est écrit sur un morceau de carton. Ça me rappelle le krach de 1929. Corrige-moi si je me trompe sur les dates, mais j'ai vu là-bas des photos d'un gars des années 1930 avec une belle voiture. C'est une Rolls-Royce ou autre chose. Sur le carton, il est écrit « J'ai tout perdu en bourse. Acheté ma voiture pour 100 $, une grosse somme à l'époque. Il a besoin de nourriture et veut vendre sa voiture. » C'est un peu à ça que ça me fait penser. La fille, probablement, sa voiture est en train de tomber en panne d'essence et elle ne peut littéralement plus la conduire. Donc elle a juste besoin d'un peu pour pouvoir rouler. Je vous présente encore une autre femme russe, parce que je ne sais pas pourquoi. Ce sont surtout les femmes qui expriment si bien leur côté russe que j'ai envie de le partager. Cette dame dit « Je pensais que je n'aurais jamais besoin de ce savoir-faire dans ma vie. » Mais le moment est tout simplement venu. Papa, merci. Papa lui a appris cette compétence. En gros, les inscriptions sont ouvertes pour siphonner de l'essence, du carburant. Tu comprends tout correctement. Je vais t'apprendre à siphonner de l'essence. Finalement, je pensais que je n'y arriverais jamais. Ce n'est pas grave, elle divague, mais son père lui a appris cela car, à l'époque soviétique, il fallait voler de l'essence, comme tout le monde. C'était habituel, venant du gouvernement ou des voitures. Il l'a appris à sa fille qui pensait ne jamais en avoir besoin, mais elle vit en Russie. Évidemment, elle en aura besoin. Elle peut donc remercier son père. Tu parles d'essence. En Russie, la pénurie de liquidité signifie en fait qu'il manque d'essence. Ils étaient l'un des plus grands exportateurs de pétrole brut et producteurs d'essence au monde avant cette guerre. Et maintenant, l'Ukraine a détruit cette infrastructure. Ils doivent en fait importer de l'essence. Mais que se passe-t-il si vous exportez du pétrole brut et importez de l'essence? C'est une situation insensée. Regardez ça. La Russie a vendu du pétrole brut à l'Inde et à la Chine à un prix fortement réduit parce que personne d'autre n'a pu en acheter de grandes quantités après le retrait de l'Union européenne en 2022. La Russie tente de gagner un peu d'argent, mais c'est minime. Ils doivent juste vendre pour maintenir les pompes en marche. Donc ils ont vendu du pétrole brut vraiment bon marché à l'Inde. Et maintenant, ils rachètent de l'essence à l'Inde. L'Inde a une capacité de raffinage incroyable. Le raffinage du pétrole. Ils ont environ 20-25 raffineries, quelque chose comme ça, y compris la plus grande raffinerie du monde entier. Leur capacité de raffinage est de 250 millions de tonnes par an, ce qui dépasse celle de la Russie d'ailleurs.
Les Indiens achètent du pétrole brut très bon marché à la Russie, le raffinent puis le revendent 3 fois plus cher en essence à la Russie. Voilà le jackpot, des bruits d'argent, des signes de dollars. Si j'étais Indien en ce moment, je me frotterais les mains, parce que c'est de l'argent facile. Et pour la Russie, c'est horrible dans tous les sens du terme. Ce n'est pas comme s'ils nageaient dans l'argent. Donc ils vendent du pétrole brut bon marché et rachètent de l'essence chère. Situation très stupide pour les Russes. Cette prochaine femme va nous montrer ce que c'est d'être une petite entrepreneuse en ce moment en Russie. Remarquez le sac Gucci. Le sac Gucci. Je n'ai pas de sac Gucci. Ma femme n'a pas de sac Gucci. Nous vivons en Europe. On pourrait en avoir un si on voulait. Je ne veux pas de sac Gucci. Je n'en ai pas besoin. Il y a d'autres valeurs importantes dans ma vie. Mais cette Russe ici, écoutons-la. Eh bien, que puis-je dire ? On en est là. Hier à ma boutique, j'ai compté le chiffre d'affaires du mois dernier et j'ai été très choqué. L'an dernier, à la même période, je gagnais encore de l'argent, mais cette année, j'ai fait les comptes. Je me suis rendu compte que je n'avais rien gagné du tout. Juste rien du tout. Zéro. Si j'ai de la chance, c'est zéro. Ça pourrait même être négatif. Et honnêtement, je ne sais pas comment continuer dans ces circonstances. Hier, j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui a ouvert un café. Il se demande « Mais qu'est-ce que je fais de mal ? On fait tout bien, mais malgré tout, on se retrouve dans le rouge. Ma fille, ma belle Russe, tu as un sac Gucci. C'est vraiment difficile de te prendre au sérieux quand tu te plains de ne pas gagner d'argent. Quand tu as un sac Gucci, traite-moi de paysan estonien si tu veux, mais je ne comprends pas ça. Si j'avais des problèmes d'argent, je n'aurais pas de sac Gucci, ou ce serait la première chose que je vendrais si j'en avais un. Donc malheureusement, je ne peux pas prendre cette femme russe et ses problèmes au sérieux parce qu'elle a un sac Gucci et d'ailleurs Gucci devrait être sanctionné en Russie. Donc je suppose qu'elle l'a fait passer en contrebande par le Kazakhstan ou un truc du genre. Voici une autre femme russe. Je sais Arthur, tu dis que tu en as fini avec elle, mais tu ne dirais pas ça. Je sais que 95% de mon audience est composée d'hommes. Je suis certain que tu n'en as pas fini avec les femmes russes. Elles sont pénibles, mais belles. Tu sais à quoi je pensais ? Si je n'ouvre pas le fil Instagram, je ne sais même pas que Moscou est bombardé, parce que je vis en plein centre-ville et rien n'arrive jamais jusqu'ici. Je vis ma vie sans aucun souci, tout va bien pour moi. J'ai l'impression que c'est pareil pour les affaires. Je me contente de me désabonner de tout le monde, d'arrêter de parler aux gens et de vivre dans ma petite bulle en pensant que tout va globalement bien. Je peux continuer sans m'inquiéter. Sinon, je suis stressé parce que je pense que tu es en crise et ça influence mes décisions et j'agis différemment. Peut-être que je devrais m'isoler quelque part à la campagne et gérer mon entreprise à distance. Encore une fois, c'est une très bonne description de la psyché russe. Tu vois une maison en feu, un homme brûle au centre et ils disent « Tout va bien ». C'est très typiquement russe. Tu t'isoles, tu crées une petite bulle dans ta tête et il ne se passe rien. Nous sommes en ce moment un gouvernement fasciste qui attaque un autre pays et tue ses enfants. Mais ignorons cela et essayons de faire tourner nos affaires comme si de rien n'était. Allons à la campagne. Peut-être que je peux fuir Molt, alors qu'il y a un enfant à Kherson qui vient d'être tué par un drone FPV russe. J'apporte ces exemples très drastiques parce que je regarde ces photos d'enfants morts. C'est mon travail. Je me réveille le matin. J'embrasse ma fille. Et ma femme, elle dorme. Puis j'ouvre mon téléphone en sachant que je ne peux pas publier cette photo sur YouTube ni en parler. Chaque matin, un enfant meurt à cause de la Russie. Sur ordre des officiers, sur ordre de Poutine, qui a été sanctionné par le peuple russe parce qu'ils ne font rien. Donc cette femme partage la responsabilité de cet enfant mort que je vois chaque matin, malheureusement. Donc si elle veut rester dans sa bulle, elle peut, mais les Ukrainiens vont briser cette bulle. Cette histoire suivante est encore une bonne description de ce qu'est la Russie, parce que c'est le cas pour tous ceux qui ont vécu dans une panelka ou une khrouchtchevka. Il y a ces panelkas, 5 entrées différentes, des appartements et on monte dans les cages d'escalier. Eh bien, regardez ça. Un parent de Moscou a écrit qu'une tourelle de mitrailleuse anti-drone a été installée sur leur immeuble de grande hauteur. 2 soldats y sont postés sans nourriture, sans eau ni toilette. Ils ne cessent de mendier tout auprès des résidents, se saoulent, défèquent dans la cage d'escalier et se battent entre eux. Voilà le genre de défense aérienne incroyable que Moscou possède. Et tu es surpris. Tu vois, si j'entendais cette histoire sans contexte ni mémoire historique, je penserais que c'est de la fausse propagande.
Mais malheureusement, nous étions en Union soviétique avant 91. À Krasnoïarsk, il y avait ces immeubles à panneaux, des soldats et des ivrognes chiant dans les cages d'escalier et se battaient entre eux. C'était ainsi autrefois, mais ce n'est plus le cas ici, même si ça existe encore en Russie. C'est cool de voir que les 30 dernières années qui se sont passées pour nous en Estonie ne se sont pas passées pour eux. Aucun changement, vraiment. Mes amis, je suis très honoré d'annoncer que 8 missions en Ukraine est complètement épuisée. Il n'y aura plus de livres imprimés. Il n'y a plus de livres en couverture rigide ou poche. Si vous en avez, vous êtes chanceux. Sinon, essayez d'en trouver auprès de quelqu'un. Je l'ai donc écrit pour vous et vous l'avez acheté, vous l'avez lu. J'ai reçu quelques retours. Vous l'avez apprécié. Il est très facile à lire et il y a beaucoup d'humour dedans. Merci de l'avoir acheté. C'était un immense honneur et un plaisir de faire ça pour vous. Et c'était un chapitre fou d'écrire un livre. Je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas très doué pour ça. C'est drôle et rythmé, donc je pense que vous le lirez sans problème. Merci de l'avoir pris. Passons au chapitre suivant. Ce prochain chapitre concerne bien sûr les membres Buy Me a Coffee, que je mentionne dans chaque vidéo depuis des lustres, depuis qu'il y a des humains. Nous avons Guéra. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons Prime l'a dit. J'ai déjà prononcé ton nom, je crois, 5 fois au fil des années. Merci de t'être encore une fois inscrit. Et enfin, Ivan Benisovic. Benisovic. Mais en Estonie, on dirait aussi Vic, VP Nisovic. Merci de nous rejoindre, peu importe votre pays slave d'origine. Si vous appréciez ma chaîne, devenez membre et offrez-moi un café. Nous avons commencé la vidéo d'aujourd'hui avec Yevgeny Gorman, qui, entre autres, a lancé l'attaque contre l'usine de microélectronique de Voronej. Eh bien, nous terminons cette vidéo avec un homme de Voronej, cette même ville, mais il parle très différemment d'Yevgeny Gorman. Il ne jure pas, il ne crie pas. C'est une menace sérieuse pour Poutine personnellement et pour les autorités. C'est une rébellion en préparation. Regardez, 25 juin 2026. Un représentant des serviteurs du peuple est venu aujourd'hui. Hier, des personnes, des représentants de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense et des forces de sécurité m'ont rencontré et ont transmis un message à Vladimir Vladimirovitch Poutine. Que s'il n'accorde pas une audience en direct, où je dirai toute la vérité sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. En ce moment même, des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats sont assis dans des cachots. Des cachots, pas dans des abris, mais des cachots. C'est la prison du front. C'est la prison militaire russe au front, des fosses souterraines où les soldats sont punis par leur commandant. Ils restent là, pourrissent et subissent la torture et la violence infligée par ce qu'on appelle la Gestapo. Ce type fait probablement référence à la Rosgvardia, les forces de sécurité intérieure, ou au FSB, ou à la police militaire, en gros l'équivalent russe. Pour avoir refusé d'exécuter des ordres stupides et suicidaires, pour avoir refusé d'abandonner leurs ressources financières. Et au final, ils sont éliminés puis déclarés disparus. Éliminer signifie, tu sais, c'est fini pour toi. Déclarer disparu signifie que ta famille ne recevra pas d'argent puisque tu n'es pas mort au combat, tu as disparu. Vladimir Vladimirovitch, faites attention à cela. Invite-moi chez toi. Les conséquences seront très graves si je ne viens pas bientôt au Kremlin et que je ne parle pas en direct à l'armée à côté de vous. Nous retournerons ces armes contre le Kremlin. C'est la menace si je ne suis pas invité. Donc ce type est si courageux, mais stupide. Parler comme ça va te faire tuer à coup sûr, à 100%. S'il n'est pas invité au Kremlin, il sera tué là-bas. S'il n'est pas invité, il sera tué ici. Il sera tué et éliminé. Il est courageux parce qu'il ne le sait peut-être pas. Il est stupide. Mais malgré tout, il fait cette vidéo. Mais cette vidéo est un symptôme de l'échec de l'armée russe sur le front. Voilà ce que vous pouvez en tirer. C'est tout, mes amis, pour aujourd'hui. Je serai de retour chaque lundi, mercredi et vendredi. D'ici ma prochaine vidéo, devenez membre mensuel et offrez-moi un café. Abonnez-vous à la chaîne. Je dirais d'aller acheter le livre, mais il n'y a plus de livre. C'est le seul que j'ai. J'ai un livre, c'est tout. Celui-là, il est à moi pour toujours. Et si vous avez le vôtre, il est à vous pour toujours. Revenez et au revoir.